Un de mes profs m'a appris un principe que je veux partager ici avec vous. Ce principe est très important pour arriver à une image équilibrée et harmonieuse. Je parle de l'équilibre dans la leçon 22 et ce que j'explique aujourd'hui complète ce principe d'équilibre dans la composition. L'idée est très simple. Pour arriver à une image harmonieuse, il faut appliquer la logique suivante. Votre peinture est comme un repas, avec une entrée, un plat principal et un dessert. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 3 quantités différentes. Il y a beaucoup d'une chose, le plat principal, une quantité moyenne d'une autre chose, l'entrée, la salade, et très peu de la troisième chose, le dessert. Ce qui est très intéressant avec ce principe, entrée, plat principal, dessert, c'est que, étonnamment, c'est la plus petite chose, l'accent, qui va attirer notre attention et donner ce petit plus à votre image. Je vous montre comment ça fonctionne avec des exemples de tableaux figuratifs et abstraits. Et ensuite, je vous propose de me suivre dans un exercice pratique pour appliquer ce principe vous-même. Commençons. Premier tableau que je veux vous montrer dans cette série, c'est un chardin que j'ai déjà utilisé dans une leçon précédente. Et ce tableau illustre vraiment très bien ce principe de beaucoup d'une chose, une quantité moyenne d'une autre chose et une toute petite touche d'autre chose. Regardez ici, on a la carafe à café et cette couleur très chaude, texture également argile très intéressante, très belle. C'est, je dirais, le plat principal, le plat de résistance. Ensuite, quantité moyenne et texture, couleur, valeur très différentes, ce verre d'eau. Donc, deuxième élément, on dirait que c'est notre entrée ou la salade, quantité moyenne. Et le dessert, alors ça fait un peu bizarre de dire de l'ail en dessert, mais vous voyez ce que je veux dire, la plus petite quantité pour cette composition, c'est ces 3 gousses d'ail qui sont un élément, on peut considérer ça comme un élément séparé. Notre œil se dirige vers ces gousses d'ail parce que c'est ici qu'on a le maximum de contraste sur l'échelle de valeur entre cette partie très foncée de la cafetière et cette partie très claire de la gousse d'ail. Et c'est vraiment cet élément, le plus petit élément du tableau, qui est le centre de la composition et également le point qui attire le plus l'œil. Donc, cette partie la plus petite qui fait toute la différence dans le tableau. Imaginez que vous n'avez pas ces 3 gousses d'ail avec ce contraste ici. Le tableau ne fonctionne pas du tout de la même façon. Deuxième exemple, il s'agit d'un Sickert. Je ne crois pas que j'ai montré des exemples de ce peintre, un peintre qui a beaucoup voyagé et ça c'est une image qu'il a peint à Venise. Également ici, très belle illustration de ce principe de 3 quantités. On a beaucoup de ce vert neutre, l'eau du canal. On a une quantité moyenne de ces tons chauds, très neutres. Et on a une toute petite touche de ce jaune clair qui représente cette partie illuminée entre les bâtiments. Et c'est vraiment ça, le dessert. C'est vraiment la petite touche qui fait toute la différence. Imaginez que cette partie est grise, comme cette face-là ou l'autre côté. L'image perd toute sa profondeur, tout son intérêt. En fait, c'est vraiment cette petite partie de cette image qui fait que le tout fonctionne. Donc, très intéressant à observer une fois que vous avez vu comment ce principe fonctionne. Très intéressant à observer et pas si simple à appliquer, comme vous allez voir dans notre petit exercice pratique. Troisième image figurative, et ensuite je passe à l'abstrait. J'ai déjà utilisé cette image, c'est un peintre contemporain que j'aime beaucoup, Kurt Solmsen. Beaucoup ici, le plat principal, beaucoup
d'eau dans ses valeurs bleues, verdâtres, des valeurs neutres, moyennement de ce vert extrêmement intense qui représente l'herbe ensoleillée, et une toute petite touche de ce jaune très lumineux qui représente cette barque. Et regardez, pour moi en tout cas, cette image, je l'aime beaucoup parce que ce bateau jaune, il est vraiment hypnotique. Mon regard se dirige tout de suite vers ce bateau et dans toutes ces images de Kurt Solmsen, il a une série où il a peint ce bateau jaune dans différents types de perspectives et automatiquement mon œil se dirige vers cette touche de jaune, cette toute petite touche, le dessert, cette toute petite partie du tableau, mais qui rend vraiment toute l'image extrêmement belle et intéressante à regarder. Alors bien sûr, on a aussi un deuxième point d'intérêt qui est cette personne. On sait que les figures humaines sont des points d'intérêt très forts pour notre œil. On est aussi très attiré. Et les deux fonctionnent ici parce que la personne regarde le bateau et le bateau est en face de la personne. Donc effectivement, ici, on peut dire qu'on a une image avec un point d'intérêt très fort, mais ce bateau étant détaché et également cette couleur qui est unique, c'est une seule touche de cette couleur jaune. Dans cette image, il n'y en a pas ailleurs, tandis qu'ici, la personne, la couleur de la peau est très proche ici de la couleur de ce rebord. Eh bien, c'est ici cette partie, la plus petite partie de ce tableau qui rend ce tableau extrêmement intéressant et fait fonctionner le tout. Premier exemple d'image abstraite, j'ai eu beaucoup de demandes de personnes et merci pour tous les commentaires d'utiliser plus d'exemples abstraits dans mes explications de principes et de théories. Donc, comme promis, c'est ce que je fais. J'ai 3 images abstraites à vous montrer. La première est un pôle clé. Je trouve cette image très très belle. Pour moi, on dirait que c'est comme si la lumière était allumée, comme s'il y avait une source de lumière qui émanait de cette image. Et c'est bien sûr simplement le contraste sur l'échelle de valeur qui fait que nous percevons cette image de cette façon-là. Regardez, on a beaucoup de valeurs extrêmement foncées, des valeurs neutres également, du brun, du couleur terre cuite, etc. Également du vert, mais des couleurs vraiment qui ont été très neutralisées et beaucoup de ça. Donc ça, c'est notre plat principal. On a un petit peu de salade ici, c'est-à-dire on a des valeurs qui sont un peu plus intenses, un peu plus saturées, des cases un peu plus colorées, on va dire. Et finalement, on a notre dessert. Ce sont ces petites touches de ces couleurs extrêmement claires. En fait, elles ne sont pas tellement claires, mais elles sont beaucoup plus claires que les autres valeurs utilisées dans ce tableau. Et c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression que la lumière tape et la lumière est allumée. J'aime beaucoup ce tableau pour sa simplicité d'un côté, sa simplicité apparente, mais également la structure et toute l'organisation et la pensée qui a été utilisée pour construire cette composition. Très beau résultat, j'aime beaucoup. Et ce principe, plat principal, salade, dessert, fonctionne également très bien, illustré très bien par cette image. Prochaine image abstraite, il s'agit de Philippe Guston. Je n'ai pas encore parlé de ce peintre, c'est un peintre américain qui a été un peu controversé à la fin de sa carrière parce qu'il s'est dirigé vers des images qui étaient qualifiées un peu de simplistes et on dirait bande dessinée. Vous pouvez faire un peu de recherche sur Internet pour voir de quoi je parle. Cette image-là, c'est vraiment sa forme la plus abstraite, sa phase la plus abstraite. Et ici également, on voit très bien ce principe. Le plat principal, beaucoup de ces valeurs très neutres, moyennes sur l'échelle de valeur et des couleurs très neutralisées. Moyennement de ces couleurs roses, rougeâtres, etc. Et une toute petite touche, le dessert, ce vert complètement
séparé des autres couleurs complètement tout seul, par lui-même, mais qui, bien sûr, attire notre œil parce que c'est différent et parce qu'il y en a moins que d'autres couleurs. Donc ça fonctionne et cette couleur nous attire parce qu'elle n'est pas présente partout. C'est vraiment la toute petite touche, cette tartelette de framboise ou de fraise à la fin du repas. Et ça, c'est absolument irrésistible pour notre œil. J'aime beaucoup Philippe Custon. Une chose qu'il a dit, ça explique pour moi et ça résume vraiment l'art abstrait. Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je veux voir. Mais je trouve que c'est vraiment très bien dit. Et dernière image pour cet exemple, cette série d'exemples abstraits, un Rothko qui illustre également pour moi très bien cette idée. Beaucoup de quelque chose, ce bleu très riche, moyennement d'autres choses, ce noir ou ce presque noir, ce brun foncé, et une petite touche de la troisième chose, vraiment ce rouge, ce dessert, hein, comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo. Et ça fonctionne. On est vraiment attiré par cette partie. La chose la plus rare, la plus précieuse dans ce tableau, c'est cette bande de rouge. Et ça fonctionne parce qu'on a par opposition beaucoup de bleu et moyennement de cette autre couleur, brun foncé, noir. Je vous invite à cogiter sur ce principe et essayer de l'appliquer dans vos peintures, dans vos images abstraites ou figuratives. Et je vous invite à me suivre dans un petit exercice pratique pour appliquer tout ça. Si ce contenu vous a plu, merci de laisser vos likes, de vous souscrire à ma chaîne et de cliquer la clochette de notification de nouveaux contenus. Pour cet exercice, j'utilise 4 feuilles de format A4 de papier aquarelle. Je commence par noter ce que je veux faire avec mon image, mes images. Je veux avoir beaucoup de noir et de foncé. Je veux avoir une quantité moyenne de couleurs nacrées. J'ai une peinture que je veux utiliser et tester sur du papier. Voici cette peinture qui est une couleur nacrée très belle et qui est utilisée plutôt pour le bricolage, mais je vais l'utiliser ici sur papier. Je veux avoir un peu d'une autre couleur. Je n'ai pas encore choisi quelle couleur je vais utiliser. Et je veux faire des marques avec un crayon. Je note tout ça pour me souvenir de mon plan et essayer de me tenir à ça. Parce que c'est vraiment le but de l'exercice. Je ne colle pas mes feuilles de papier. Je vais laisser de l'espace libre dans les bords. Je ne vais pas masquer et coller mes feuilles de papier ensemble. Ce sera vraiment 4 images individuelles. Je commence par appliquer de l'eau avec un pinceau propre, simplement de l'eau. Et le fait d'utiliser de l'eau comme ça va vraiment déligner l'espace où la peinture va pouvoir bouger. Et le papier sec ne sera pas coloré par ma couleur, ma peinture. Je fais des formes différentes pour avoir des compositions différentes. Ici, j'ai une bouteille avec une peinture noire acrylique très très diluée. Je fais une dilution à peu près 1 à 5, donc une partie de peinture, à peu près 5 ou 6 parties d'eau. Vous voyez, c'est très très liquide. Mais j'utilise mon pinceau pour faire des gouttes de cette peinture et je laisse cette peinture diffuser un peu comme de l'encre. Vous pouvez faire tout à fait la même chose avec de l'aquarelle. Et vous voyez, la peinture reste
dans la zone où le papier a été mouillé et ne bouge pas. Donc c'est une façon de contrôler là où la peinture peut diffuser. Je fais vraiment quelque chose d'intuitif, c'est le cas de le dire. Je regarde simplement ma composition et je décide où je place plus de tâches et moins. Donc j'ai augmenté la taille de cette tâche à gauche parce que j'ai une grande quantité de peinture à droite. Donc essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Maintenant, je vais utiliser vraiment le bec de ma bouteille pour dessiner. Je décide de faire une forme de spirale pour cette deuxième composition et faire quelque chose de presque en diagonale, je dirais. Je prends un peu d'eau, ça sèche assez vite, donc je veux rajouter un petit peu d'eau. Et le papier va onduler, mais ce n'est pas grave, ça va donner en fait un autre aspect à cet exercice, c'est-à-dire que ça devient vraiment imprévisible ce qui se passe. On ne contrôle pas tout à fait le flux de la peinture et c'est encore plus difficile à anticiper ce qui se passe quand le papier ondule de cette façon-là. Et à nouveau, je mets des gouttes de ma peinture diluée. Et là, j'ai aussi une forme qui est un peu en diagonale. J'essaie d'éviter de faire des choses qui sont trop symétriques. Et je vais laisser pas mal de blanc dans ces images. Donc automatiquement, du point de vue échelle de valeur, je vais avoir du très foncé et du très clair. Donc ça, c'est déjà fait. J'ai pas besoin de me soucier de avoir assez d'étendue sur l'échelle de valeur. Ça se fera automatiquement parce que j'ai le blanc du papier. Je commence à avoir les mains vraiment ouvertes de peinture et là, cette feuille-là a séché. Cette feuille, la dernière, je veux faire une composition en croix et je réétablis un peu de cette forme qui a disparu. Là, je vais utiliser à nouveau le bout de la bouteille et vous voyez, moi j'aime beaucoup cette technique, ça donne vraiment des lignes très spontanées. Et si vous aimez la calligraphie chinoise ou japonaise, c'est à peu près le même effet. Alors bien sûr, ce n'est pas des kanji ou c'est très loin de la beauté des caractères japonais, mais l'effet est, je trouve, très beau. Voici après séchage, vous voyez, j'ai fait le premier pas, donc beaucoup de noir. Je passe maintenant à l'étape rajouter une quantité moyenne d'une autre peinture que j'ai choisi. Dans ce cas-là, ce sera du nacré. Et c'est une couleur qui est claire, bien sûr, mais je sais que quand elle sèche, elle va devenir plus foncée. Donc j'essaie de l'appliquer de façon à harmoniser avec ma composition existante. J'essaie de faire des sortes de cercles. Et en même temps, ne pas en rajouter trop. Ici, j'ai cette composition en forme de croix et j'essaie de la contrebalancer avec une forme en spirale, c'est-à-dire j'ai quelque chose de très géométrique, très droit, mais je compense ça avec quelque chose de plus circulaire. C'est ça la logique. Ici, j'ai une forme qui est déjà circulaire, spirale, et je veux rajouter des éléments beaucoup plus géométriques, des lignes droites
Donc je opte pour un zigzag, une forme en zigzag. J'aime bien la transparence de cette peinture et le fait que ce soit brillant et nacré, métallisé en même temps. Je trouve que ça donne un effet assez intéressant. Et là, à nouveau, je combine les éléments que j'ai déjà de ma première couche et je rajoute des cercles. Différentes tailles et je regarde un peu. Je fais attention à ne pas faire quelque chose de trop symétrique. De suivre déjà le motif que j'ai et de ne pas en rajouter trop parce que ça, c'est le stade moyen, donc une quantité moyenne. Vous voyez, j'aime bien ces reflets nacrés après séchage. Je trouve que ça donne un effet très beau et c'est devenu un petit peu plus foncé. Donc, suivant l'angle, c'est vraiment très brillant ou alors un gris d'une très belle couleur, je trouve. J'ai décidé de rajouter ici pour deux des images du bleu et je vais faire un mélange avec du bleu de cobalt qui est un bleu qui contient un petit peu déjà de violet. C'est un bleu qui tire un peu sur le violet. Je rajoute du blanc dans mon mélange. Et je veux arriver à une valeur assez claire. C'est pour cela que je rajoute du blanc, mais en même temps assez saturé. Et là, je trouve que mon mélange manque un peu de saturation. Et je rajouter du bleu cérulum, qui est un bleu très très intense, bleu couleur ciel. Et là, ça donne un peu plus déjà de vie à mon mélange. Je trouve que mon mélange, l'autre, était un petit peu trop délavé. Papier de cuisson, papier sulfurisé, qui ne veut pas collaborer avec moi, décidément. Et là, je prends un... J'ai découpé un bout de caoutchouc qui va sous les tapis anti-glisse. Donc c'est un... Normalement, c'est à la tête de votre tapis et ça va en dessous pour empêcher votre tapis de glisser. J'ai découpé un morceau pour faire des motifs. Vous allez voir, ça fait des motifs très intéressants qu'on peut combiner de plusieurs façons. Donc j'applique mon bleu et je vais en fait superposer ça sur le blanc du papier pour contrebalancer ma composition et en même temps imprimer avec mon petit rouleau encreur également sur une partie de ma peinture nacrée. C'est très léger, mais je trouve que ça donne un effet assez intéressant. Et ça, c'est ma touche, c'est mon dessert, hein, donc c'est très peu de cette autre couleur. Et là, le but de l'exercice, c'est de ne pas en faire trop et vraiment s'arrêter au bon moment. Et moi, je sais que c'est une des choses que je trouve assez difficile, c'est de ne pas en faire trop, c'est de s'arrêter. Donc, un très bon exercice de contrôle, je dirais, pour moi, parce que je sais que je veux toujours rajouter plus et s'arrêter. Parfois, pour moi, c'est simplement difficile. On peut toujours revenir en arrière, bien sûr, mais le but de l'exercice, c'est vraiment de contrôler cette proportion beaucoup d'une chose, moyennement d'une autre et très peu de l'autre. Et là, c'est le but, voilà. Je fais une marque avec cette peinture bleue et je m'arrête là.
Maintenant, pour les deux autres images, je décide de rajouter du magenta primaire. C'est simplement du magenta sans aucun autre ajout, avec un petit peu d'eau que je vais mélanger sur ma feuille, papier de cuisson, et je vais appliquer. On est au point 3, très peu d'une autre couleur. Et bien sûr, vous pouvez choisir une autre combinaison de couleurs. Et j'utilise ici, je ne veux pas utiliser de pinceau pour ne pas faire des marques trop répétitives. J'utilise un film en plastique qui est très fin pour faire une marque. Et à nouveau, je m'arrête, je n'en fais pas trop. Faire quelque chose d'organique. Un autre type de marque que je n'ai pas encore sur cette feuille pour de la variété. Et j'en rajoute 2 pour avoir une composition équilibrée. Alors ici, j'ai déjà réfléchi pas mal à ce que je vais faire. Je ne suis pas sûre comment continuer cette image. Elle est un peu trop symétrique à mon goût. C'est un peu ça le problème. Et je veux casser cette symétrie avec cette couleur magenta. Maintenant, c'est l'opportunité de casser cette symétrie. Maintenant, c'est maintenant que ça doit se passer. Et là, vraiment, se dire qu'on va en faire peu, c'est pas aussi évident. Je vous invite à faire l'exercice et poster vos images dans notre groupe Facebook. Et un peu d'eau pour à nouveau créer un autre type de marque que je n'ai pas encore eu avant. Diluer un peu, faire bouger cette peinture, ce pigment. Et là, je superpose ça sur ma peinture nacrée parce que je trouve que ça va créer des effets intéressants par transparence. Le magenta est une peinture complètement transparente. Maintenant, je vais passer à l'ultime étape qui est de faire des marques au crayon. Je prends un crayon mou, ça c'est du 4B je crois, et je vais commencer par l'image qui a déjà séché. Et en fait, je pense que celle-là, celle du haut, c'est ma préférée. C'est la composition que je préfère de toutes les 4. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais contrebalancer en commençant par la gauche. Et là, je signe mon nom, mais pas de façon très précise. Et en haut, je fais des marques, des gribouillis qui ne correspondent pas vraiment à un texte, mais c'est juste un élément graphique qui est différent, qui n'existe pas encore sur cette image. Et là, à nouveau, s'arrêter avant d'en faire trop. Ça, c'est vraiment le défi de cet exercice. Même chose ici, je signe mon nom. Ce n'est pas très précis, mais si on sait que cela, on arrive à le déchiffrer. Et là, voilà, il faut simplement se laisser aller, choisir l'endroit où on veut faire ses marques pour équilibrer la composition. Troisième image. Ma composition en croix. Même chose, j'ai de l'espace en bas. Et je veux laisser un bord blanc tout autour et ne pas déborder trop. Mais je peux créer un peu plus de structure en rajoutant ces marques. Et passer par-dessus la peinture nacrée et l'autre peinture que j'ai, faire des marques qui, à mon avis, rajoutent du dynamisme et de l'intérêt à ces images. Bien sûr, c'est complètement abstrait, mais l'abstrait aussi a des règles et la composition, l'équilibre de la composition
sont également très importants dans l'abstrait, encore plus probablement que dans le figuratif, parce que l'abstrait repose uniquement sur la structure, la composition et l'équilibre, l'harmonie des différents éléments. Voilà, je repositionne mes 4 images pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que ça a séché. Je pense que voilà, ça c'est ma préférée. J'aime bien, c'est simple et c'est équilibré. Celle-ci, c'est la numéro 2, avec du bleu aussi. Et les 2 magenta, je crois que c'est pas encore tout à fait sec, voilà. Et vous voyez que c'est le résultat de la combinaison de ces 4 éléments. Donc beaucoup de foncé, moyennement de nacré, un peu de couleur et des marques de crayon qui sont très légères. Maintenant, voici à quoi ça ressemble une fois qu'on a mis ça dans un cadre avec un passe-partout. Et vous voyez que ça fonctionne pas mal dans un cadre. Et c'est pour ça que j'avais envie de laisser du blanc autour de mon image.